Carlos Ominami, bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Donc vous êtes chilien, président de la Fondation Chile 21, avec une longue carrière politique derrière vous, d'homme de gauche, au sein du Parlement, au sein du gouvernement, comme ministre de l'économie. Donc ma première question concernera le Chili, qui est un peu à l'exemple de tout ce qui se passe en Amérique latine. On a l'impression que la gauche a des difficultés à se mettre en ordre. Il y a des problèmes au sein de l'alliance traditionnelle qui a été rebaptisée entre de la démocratie chrétienne aux socialistes et aux communistes maintenant, mais il semblerait que ça fonctionne pas très bien. Il y a également des problèmes au sein du Frente Amplio, ce qui semble laisser un grand espace au président Piñera. Oui, je crois que c'est une impression qui a un fondement. C'est pas une impression complètement artificielle. Moi, je crois que le gouvernement Piñera, en principe, il était parti pour ouvrir un cycle qui pouvait être long des gouvernements de droite, un cycle conservateur. Or, je crois qu'il a déjà un peu plus d'un an dans l'exercice du gouvernement. Et on peut dire que c'est vraiment un gouvernement très médiocre. Il avait promis, il avait fait campagne, il avait emporté les élections sous une double promesse. Plus d'emploi, moins de délinquance. Qu'est-ce qu'on a maintenant? On a plus de délinquance et moins d'emploi. C'est un gouvernement qui, même du point de vue de l'air de ses partisans, il ne va pas très bien. C'est un gouvernement qui déçoit. Donc c'est un gouvernement, contrairement à ce qu'on pouvait penser tout au début, c'est un gouvernement qui est parfaitement jouable, comment dire, gagnable. C'est un gouvernement qu'on peut battre. Mais justement, la question est... Justement, mais la question est-ce que la gauche est en capacité... J'y vais. Et ça, or, tout dépend de la gauche, tout dépend du centre de la gauche. Ce qui était une bonne et une mauvaise nouvelle à la fois. C'est une bonne nouvelle parce que ça dépend de nous. C'est toujours mieux être dans des situations dans lesquelles nous on a la possibilité d'agir et on ne dépend pas des initiatives des autres. Mais c'est aussi une mauvaise nouvelle parce que la situation du centre de la gauche elle n'est pas meilleure. Qu'est-ce qui se passe? On a un parti pour la démocratie chrétienne, qui c'était un grand parti à l'époque, au début de la transition, c'était de loin le principal parti politique chilien. Il faisait il faisait même plus de 100% de voix. Aujourd'hui, c'est un parti qui lutte pour se maintenir au seuil de 10% de voix, pas plus que ça. Et c'est un parti qui cherche son identité. Et il la cherche tout en essayant de prendre des distances à l'égard de la gauche. Or, je crois qu'on a quand même la possibilité que les choses s'améliorent. On a encore un certain temps d'ici les élections municipales qui vont se dérouler le mois d'octobre de l'année prochaine, et puis les élections présidentielles en 2021. Je crois que la gauche est là. Maintenant, les conditions lui permettront de se constituer comme un facteur politique important. Il y a des conditions. Arithmétiquement, il y a des conditions objectives. Il y a des conditions objectives. Il faut maintenant la volonté. Voilà, il faut la volonté, mais je crois qu'il se passe des choses qui sont intéressantes. Moi, je vois que dans les fronts élargis, qui était la nouvelle gauche, c'est une nouvelle gauche qui est très prometteuse, comme l'était Podemos en Espagne, ils se rendent compte que l'opération, de la même façon que l'opération se passe en Espagne a échoué, elle a échoué aussi au Chili. Et que chez nous, j'ai l'impression que ça commence à s'élargir l'idée qu'il faut absolument une convergence entre la nouvelle. Il faut une convergence entre la nouvelle gauche et la gauche historique. Parce que j'ai lu un entretien du maire de Valparaíso qui dit qu'il n'y aura pas d'accord de premier tour.
mais qui laisse ouvert la possibilité d'un accord de deuxième tour. Est-ce que Le c'est problème, une c'est- position conjoncturelle ou est-ce qu'il peut évoluer? C'est un bon type. Moi, je connais l'alcalde de Valparaiso. Ouais. C'est une des figures très, très importantes au niveau du front élargi. Mais il parie sur quelque chose qui n'existe pas. Dans les élections municipales, ce sont des élections en sept tours. Ouais. Donc, il y a deux choses dans les élections municipales. Il y a les votes pour les maires, qui est direct, et il y a aussi les votes pour les conseillers. D'accord, Or, les maires, c'est une élection uninominale. d'accord. Donc, il faut s'unir avant, parce qu'autrement, c'est la droite qui peut la porter dans toutes presque dans toutes les mairies du pays. En plus, pour la première fois, il va y avoir, à l'octobre 2020, des élections régionales. Pour la première fois, on va élire le président des conseils, le président des régions. Et là aussi, c'est un système uninominal. Et l'emporte, c'est lui qui arrive à avoir 40% de voix. Avec 40% de voix, on l'emporte. D'accord. Donc, on est obligé de s'unir. Et je crois qu'il y a chaque jour plus conscience que notre seule possibilité, c'est la convergence nouvelle gauche historique. Une autre question qui concerne le Chili. Une extrême droite a surgi aux dernières élections présidentielles Tout à fait. qui semble se stabiliser. Et comment interpréter pourquoi cette extrême droite? Est-ce qu'elle est née sur l'échec finalement de la droite ou sur l'incapacité de la gauche à représenter un électorat populaire? Je crois qu'il y a de ça. Je crois que l'émergence d'une droite extrême, ça reprend aussi, ça renvoie des processus que l'on connaît en Europe. C'est l'histoire de la migration, c'est l'histoire des espoirs des couches populaires qui nourrit ces sentiments antipolitiques, un sentiment contre la classe politique. On met en avant les faits de corruption qui existent, mais qui sont très, très utilisés pour l'extrême droite. Alors, tu vois que ça, c'est une donnée très importante de la situation chilienne qui a mis à mal le projet politique de Piñera. Le projet politique du président Piñera, c'était de bâtir une nouvelle droite, une droite démocratique, républicaine, complètement à l'écart, en rupture avec tout ce qui avait été le passé de la droite pendant la dictature militaire. Finalement, il n'a pas réussi. Il n'a pas réussi. Et on a l'impression que c'est plutôt l'extrême droite qui a tiré le président de la République vers sa position que la constitution d'une droite républicaine et démocratique. C'est ce qu'on voit en fait. C'est que dans la droite chilienne, pendant 17 ans de dictature, il y a quelque chose qui a changé dans l'ADN de sa constitution. Et que le pinochetisme, l'extrême droite, les idées très conservatrices, les idées de l'intolérance, ils font partie de leur identité. Ça, c'est très dangereux, mais ça aussi nous permet, dans la mesure où il n'y a pas une droite républicaine, démocratique claire. Moi, je crois qu'on a la possibilité de reconstituer la gauche, d'une part, et que le centre puisse aussi faire son travail de récupération d'une partie de l'électorat de droite. Dans ces conditions-là, on pourrait envisager la possibilité d'emporter la nouvelle élection présidentielle. C'est loin, en tout cas, d'être joué. Deux éléments particuliers à cette extrême droite chilienne. Elle essaie de s'articuler sur l'extrême droite latino-américaine, donc elle a participé à une réunion au Brésil. Et avec au Chili, c'était le mois de mars, voilà. Autour du fils de Bolsonaro. Et deuxième élément, à la différence du Brésil, on a l'impression que les forces armées au Chili sont en perte de vitesse, qu'il y a plusieurs généraux qui sont devant les tribunaux. Ouais.
On parle maintenant de supprimer la loi sur le cuivre. Donc il y a une situation quand même qui est une base qui faisait l'identité du pinochétisme qui est en train de disparaître. Tout à fait. Je vois bien que tu suis de près la situation chilienne. Je crois que les forces armées, de façon générale, et l'armée de terre, qui était quand même la force la plus importante, majoritaire, elle est en ce moment très touchée par des scandales financiers, des scandales de fraude fiscale. Il y a un ancien commandant-chef de l'armée qui est aujourd'hui en prison. Et il y a un procès qui concerne, je sais pas, à peu près une centaine de militaires. Donc c'est une force qui est aujourd'hui très très mal vue par les gens, par la population, que n'a pas donc aucune possibilité de jouer un rôle politique important. Ils sont à la défensive, plutôt en essayant de sauver ce qu'ils peuvent, quoi. Voilà, sauver les meubles. Parce qu'ils sont vraiment dans une situation très difficile. C'est aussi le cas de la police. Ça, c'est vraiment une nouveauté pour le Chili, qui était un pays censé avoir des institutions très solides. Moi, je vois que les institutions politiques chiliennes continuent à être des institutions solides, mais il faut bien se rendre compte qu'il y a une crise très importante concernant l'appréciation de la population sur la politique et sur toutes les institutions. En fait, au Chili, toutes les institutions ont en ce moment une très mauvaise réputation. C'est l'Église, ce sont les militaires, c'est la police, c'est le Parlement, l'Église, c'est l'Église, c'est les juges. Il n'y a que les pompiers qui se sauvent. Il y a un élément malgré tout qui est commun au Chili et à d'autres pays. Le Chili, apparemment, avec la Colombie, joue un rôle avec Piñera et Iván Duque, très dynamique pour articuler les droites latino-américaines dans le groupe de Lima, dans Prosur qui s'est constitué au Chili. Et on a l'impression qu'on est dans une Amérique latine où les forces de gauche sont en repli, et où il y a un dynamisme de l'extrême de la droite. Je vois que ça c'est vrai, Jean-Jacques. Je vois que c'est une analyse qui est juste. Je vois que Piñera, je crois qu'il s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas être le leader d'une droite républicaine au Chili, et donc il y a des gens qui l'ont convaincu qu'il pouvait être un leader régional, un leader de l'Amérique latine, parce que Bolsonaro, il n'est pas présentable. Non. Parce que Macri, moi je vois qu'il est foutu. Oui. Je vois qu'il est foutu. J'espère qu'on puisse en parler un peu de l'Argentine. Et donc, c'est quelqu'un trop à droite, trop lié aux États-Unis. Donc, Piñera, il s'est dit, moi j'ai la place pour jouer un rôle de leadership. Je crois qu'il a essayé de faire ça, mais il l'a fait d'une façon très maladroite. Très maladroite. Il s'est, par exemple, je ne sais pas, beaucoup investi sur l'histoire du Venezuela. Il est allé à la frontière, il s'est mêlé. Il a été un protagoniste de l'opération Cúcuta, qui a été vraiment un échec total. C'est quelque chose qui avait comme une analyse, qui avait comme base une analyse complètement erronée. Il pensait que, je sais pas, il allait organiser toute une foule dans un concert, puis qu'il allait y avoir une très forte pression pour faire entrer l'aide humanitaire, et que les forces armées allaient ouvrir les frontières, et que le régime Maduro a collapsé. Une analyse complètement erronée. Je crois que Maduro il a plus de force. On peut en parler aussi par la suite. Mais Piñera, pour répondre à ta question, il essaie de jouer un rôle régional. Je vois qu'il le fait de façon très maladroite. Il a l'histoire de Cúcuta, il a l'histoire de Prosur. Prosur, c'est une initiative qui essaie de remplacer UNASUR. Malheureusement, je crois que UNASUR est morte. Je le dis malheureusement parce que c'était une très bonne idée qui est morte.
du fait d'une espèce de sur-idéologisation de cette institution. C'est une institution qui fonctionnait sur la base de l'unanimité. Et finalement, l'unanimité, ça a conduit à la paralysie. On n'a pas pu, ça fait 2 ans que l'ancien président Samper a terminé son mandat comme secrétaire d'UNASUR, on n'a pas pu le remplacer. Finalement, presque tous les pays d'Amérique du Sud, sur tous les pays avec des régimes conservateurs, ils sont en train de prendre des distances et carrément de quitter l'UNASUR. Mais, avec Prosur, la droite elle a commis la même erreur, de faire une institution aussi très idéologique. Prosur, c'est en fait l'initiative. Qui est moins institutionnalisée, il n'y a pas de traité, il n'y a pas de siège. C'est comme ça maintenant, mais l'idée au début, c'était de faire quelque chose qui soit alternative à UNASUR et de créer une institution. Finalement, il y a eu une telle tollée internement au Chili. Nous avons constitué un forum de politique étrangère très large qui va de la démocratie chrétienne au fond élargi. Nous avons été très critiques à l'égard de cette idée de Prosur, et finalement c'est le gouvernement chilien avec les autres gouvernements qui se sont dit non, écoutez, nous on ne va pas faire une nouvelle institution, on ne fait qu'un forum. Donc ils sont été obligés de réduire leurs ambitions. Or, même comme forum, c'est quelque chose qui ne marche pas. Parce que la dernière initiative de politique étrangère du gouvernement Piñera, qui a été appuyée par l'Argentine, la Colombie, le Paraguay et la Colombie. C'était une note adressée à la Commission interaméricaine des droits de l'homme pour demander à ce qu'ils puissent respecter, entre guillemets, la souveraineté juridique nationale. C'est quelque chose de très délicat, qui a un gouvernement qui a toute une histoire. Un gouvernement composé pour des gens qui ont toute une très mauvaise histoire. Concernant les droits de l'homme, puisse avoir une initiative dans ce sens-là, ça montre qu'ils sont très maladroits. Ce n'est pas une initiative de Prosur, c'est une initiative qui concerne non seulement 5 pays. Il y a d'autres pays comme le Pérou, par exemple, qui n'ont pas suivi. Et bon, ça montre bien deux choses. L'une, que d'une part, le fait que les forums ne se jouent pas, parce qu'ils ne sont pas passés par les forums pour discuter de cette initiative. Et puis d'autre part, le leadership de Piñera, c'est un leadership finalement très maladroit. Bon, il y a plusieurs rendez-vous électoraux dans quelques mois. Donc il y a l'Argentine, l'Uruguay, la Bolivie. Est-ce qu'on peut s'attendre à des changements, à une évolution du panorama politique de l'Amérique latine après ces élections? Moi, je crois, écoute, pour être honnête, moi j'ai fini l'année 2018 presque dans la déprime. En me disant merde, comment est-on arrivé là? Moi je me suis tous investi dans les campagnes pour Lula, on est allé même voir les papes début août qui nous a soutenus, mais ça n'a pas suffi pour créer les conditions permettant à Lula de se présenter comme candidat, ce qui aurait complètement changé l'histoire politique brésilienne. Finalement, il faut le dire, il a été bien tôle de façon à ce qu'il ne soit pas candidat. Oui. Parce qu'on a fait une élection qui finalement c'est une élection truquée. C'est une élection dans laquelle on a empêché de participer à celui qui allait gagner. Donc voilà. Mais bon, il a été élu. Oui, il a été élu. Oui, il a été élu. Et c'est pour ça que je te dis, c'était la défaite. Je crois que, d'après ce que disait un bon copain à nous deux, Marco Aurelio Garcia, qui malheureusement il est mort, ce qui s'est passé au Brésil, l'impeachment à Dilma, c'est le 12e plus grand échec de la gauche après le coup d'État au Chili, en 1973. Donc c'est quelque chose de très grave.
Et bon, on avait connu que des échecs. C'était l'échec de la gauche chilienne en 2009 et puis en 2017. C'était le triomphe de Macri en 2015. C'était le triomphe de la droite en Colombie et surtout le triomphe de Bolsonaro au Brésil. Or, j'ai l'impression que ça commence à changer un tout petit peu. Que cette idée que, je vois qu'on a eu la possibilité d'en discuter ici à la Fondation, cette idée qu'il y avait un cycle de droite, un cycle conservateur qui s'imposait, que l'histoire, toute la période de gouvernement de gauche, de gouvernement progressiste était finie et bien finie. Je crois que ça, c'est quelque chose qui n'est pas vrai. Moi, je crois qu'au lieu de l'ouverture d'un cycle de gouvernement de droite, on a un processus qui est ouvert. On a pour l'instant deux gouvernements disons progressistes qui résistent. C'est le cas de la Bolivie, c'est le cas de l'Uruguay. Je ne sais pas ce qui va se passer. En principe, suivant la logique des dernières élections présidentielles en Amérique du Sud, il devait perdre. Parce que la logique, ça indique pas que c'est la droite qui l'emporte. Ça indique que ce sont les gouvernements qui perdent. Et oui. Voilà. Donc de ce point de vue-là, du point de vue de la tendance, la situation elle est plutôt défavorable. Mais d'après ce qu'on dit, finalement, Morales il peut tenir parce qu'il a fait. Les gens finalement reconnaissent qu'il a changé la Bolivie. Et que le Front élargi. Au prix d'une entorse constitutionnelle. Voilà que moi je ne partage pas. Ouais. Moi je crois qu'il s'est soumis à un référendum, il l'a perdu, il aurait dû accepter le résultat. Et je crois que toute l'histoire de la révision constitutionnelle par la suite, c'est quelque chose qui n'est pas compatible avec un système démocratique bien constitué. Moi, ça je l'ai dit. Mais de toute façon, je crois qu'il a quand même derrière lui une œuvre majeure que peut-être encore une fois reconnue. Je l'espère, finalement. Et puis dans l'Uruguay, les camarades uruguayens, ils étaient très inquiets de la situation du Front élargi, mais on a l'impression qu'ils ont quand même la possibilité, encore une fois, de l'emporter. Il va y avoir des élections primaires fin juin. Je crois que ça va être Daniel Martinez, le maire de Montevideo, qui va être le candidat du Front élargi, et j'espère qu'il puisse l'emporter. Mais c'est ce qui concentre aujourd'hui l'attention, c'est de l'élection argentine. Et là, je crois qu'il va se passer des choses. Moi, je crois que c'est ce qu'a fait Cristina, c'est quelque chose de vraiment très intelligent. C'est pas une manœuvre. C'est plus qu'une manœuvre, je crois que c'est une action qui a de la grandeur. Parce qu'elle a les moyens aujourd'hui d'apporter une élection. Mais elle se rend compte qu'elle a toute une partie de l'Argentine qui l'aime pas. Il a un taux de rejet très important. Il pourrait l'emporter dans un pays où, avec un 40% de voix, on arrive à 40% de voix et 10% d'écart avec les 12e, on l'emporte. Il pourrait l'emporter, mais il se rend compte que la gouvernabilité de ce projet-là serait une gouvernabilité très compliquée. Alors, elle a pris une décision, tu vois que c'est à elle seule qui a pris cette décision. Moi, j'étais avec Alberto il y a 3-4 semaines. Et c'était, tu vois, c'était pas encore dans son esprit que quelque chose comme ça allait se passer. Mais je crois que c'est tant mieux pour l'Argentine. Je crois que la double, le duo Alberto Cristina va l'emporter.